Là, changement complet de matériel. Là, on touche plus au moteur. Oui et non, mais on change la chaîne de distribution tous les soirs quand même. Ce qui paraît anachronique maintenant, c'est que donc 2001 et 2002 et 2003, les M1 sont à carburateur. Donc pendant les séances, on change les gicleurs, etc. Là, franchement, c'est un vrai travail, parce que avec les carbus verticaux au-dessus du moteur, enlever les carburateurs, le moteur 4 temps, il est très très chaud, l'essence qui coule, les vapeurs d'essence, sortir les carbus vite fait, changer les gicleurs, les remettre en pleine séance, tout c'est un travail, enfin c'est un type d'intervention qu'on n'imagine plus maintenant, quoi. Ça c'est pour l'anecdote. Enfin bon, tout ça se passe avec différents pilotes. Je pense on fait nos premiers podiums en fait. Je pense avec Barros qui arrive en 2003, je crois. Ensuite en 2004. Je crois que on fait plusieurs podiums avec Mélandry qui arrive chez nous, qui était précédemment dans le team officiel Yamaha. Mais 2004, oui, c'est ça, il y a l'arrivée de Valentino Rossi dans le team Yamaha, donc pour faire de la place à Valentino. Donc Mélandry arrive chez nous et on fait, je pense, au moins 3 podiums avec Mélandry. Un pilote très rapide, très 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 doué, excellent pilote. Qui était un peu l'ennemi de lui-même, c'est ce qui lui a manqué pour être champion du monde, je pense, en 500 ou en moto, enfin pas en 500 parce qu'il n'a pas fait, mais en moto GP, parce qu'il ne se remettait pas suffisamment en cause, et quand il y avait un petit problème, même c'était toujours à cause de quelqu'un, ou de quelque chose, mais autrement lui, très vite, très très vite. Ensuite, bon, j'ai plus tout en tête, mais je me rappelle des principaux pilotes. J'ai passé une très bonne année 2006, je crois, avec Carlos Checa, grand pilote, gentleman. Ça, c'est l'année où la première année où on était Dunlop avec la MotoGP, qui était une année compliquée, mais très très intéressante. L'année d'après, on est encore dans l'op, mais du fait que Carlos ait fait une bonne saison chez nous, après avoir fait des années chez Yamaha, il a eu une proposition de chez LCR et de Honda, donc il est allé pour 2007 chez LCR, je pense, et chez nous, c'est Guintoli et Tamada qui sont arrivés pour la deuxième saison Dunlop. Ensuite, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais je crois que c'est Colin Edwards qui arrive, qui était dans le team officiel et il faut une place. Donc il arrive chez nous et je fais 4 ans, je crois, avec Colin Edwards. Où on fait bon an mal an nos petits podiums quand même. Colin, c'est un peu une assurance vie, c'est pas le gars, bon, il n'est pas en place pour être champion du monde, mais on sait que ça va être là à toutes les courses, quoi. Ça va être pas mal. On fait quand même 5e au championnat une année, vers 2010. On fait 5e au championnat. Ce qui est pas mal, parce que le mieux qu'il a dû faire en championnat, ça doit être 4e avec une moto d'usine peut-être. Donc ça c'était... Après vous avez été abonné à la 5e place pendant... Oui, c'est un peu... il avait le numéro 5 déjà. Oui, aussi après avec Bradley Smith. Voilà. Ensuite, je pense... donc là, ça fait une bonne période, hein, quand vous faites 4 ans avec le même pilote, ça fait long. Ensuite, Carlos, après Carlos Checa, Colin Edwards, un autre gentleman, facile à vivre, tout très bien.
Et j'ai de la chance parce qu'après arrive un autre gars qui sait se comporter, qui est aussi un grand gentleman. C'est Andrea Dovizioso. Donc lui, il vient de finir 4e chez Honda, donc dans le team officiel. Il vient de faire 4e du championnat. Il arrive chez nous parce qu'il n'y a plus de place chez Honda. Et deuxième pilote, je crois que c'est Cal Crutchlow. Donc là, deux pilotes qui vont bien. En plus, deux gars fantastiques, quoi. Que ça soit professionnellement ou au niveau de pilotage sur la piste. Et puis pas des gars qui t'embrouillent au niveau excuses vraiment avec eux t'avances, quoi. Donc ils font beaucoup de podiums. Il n'y a pas de victoire, mais il y a beaucoup de podiums. Andrea refait 4e au championnat. Donc la même position que ce qu'il fait avec la Honda d'usine. Donc ça c'est plutôt réellement satisfaisant. Alors ce qui l'est moins, c'est que comme il s'est remis en évidence par rapport à ce qu'il avait fait chez Honda, surtout que les Yamaha de cette époque-là, c'était quand même celles dont on disposait, c'était quand même au moins 2 crans en dessous de celle de l'usine. Il y avait une vraie différence. Donc ça s'est remarqué, et après 2 années très moyennes de Valentino chez Ducati, Ducati prend Dovizioso pour continuer le développement et le travail sur la moto. Et à cette époque-là, j'ai dit aux journalistes qui me l'ont demandé, chez Ducati, ils ont vraiment pris le gars qu'il leur fallait pour faire ce travail-là. Il y aura beaucoup moins de pression médiatique. En plus, Andrea Dovizioso est un fin technicien, il est très méthodique, et ils avaient besoin d'un pilote comme ça, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il arrive dans le camion le matin à 8h, c'est-à-dire bien avant la séance. D'abord il se prépare, physiquement tout comme il faut. Ensuite il demande d'avoir son chef mécano pour connaître tous les paramètres, tout ce qui va se passer à la première séance. Il met tout ça au point, il note tout. À la fin de la semaine, il connaît le matricule de tous ses pneus qu'il a essayé et le nombre de tours de chacun de ses pneus. Grand professionnel. Donc pour Ducati, je pense que ça a été une aide précieuse. Donc après, il l'a bien démontré chez eux en finissant notamment 3 fois vice-champion du monde derrière Marquez, qui est quand même une référence. Donc après, donc comme on a pu Andrea, ça continue à côté avec Cal, où ça continue de bien se passer. Donc moi je récupère Bradley Smith pour 4 saisons, et donc il débute, qui était chez nous précédemment en Moto 2, donc il a fait 2 ans en Moto 2 et 4 ans en Moto GP chez nous, donc quand même un bon bout de chemin. Le style est différent d'Andrea, mais c'est un garçon qui travaille, qui est peut-être un peu plus laborieux, mais qui travaille vraiment. D'ailleurs, je pense à la saison 2015, la 3e saison qu'il fait avec nous en MotoGP, on finit 6e au championnat, je crois, devant Paul Espargaro, qui est son coéquipier, je pense qu'à C6. En faisant 181 points au championnat, sur 18 courses. Et surtout, je pense, moi c'est une de mes grandes fiertés,
et ça peut être une grande fierté pour lui aussi. C'est peut-être la seule saison où à la fin de la saison, quand on regarde toutes les courses, il finit toutes les courses dans les points. On a 181 points, on a fait podium, on a fait notamment deuxième à Misano. Il n'y a pas de points perdus. Il n'y a pas de points perdus. On a l'impression qu'on a eu quasi le meilleur rendement possible. Et ça, c'est rarissime. J'ai pas l'impression de l'avoir eu réellement, à part en 2000 avec Oji et Shinya Nakano, où là, si vous faites un et deux au championnat, vous avez quand même une impression favorable, quoi. Mais avec Bradley, 181 points sur 18 courses, vraiment c'était un très très bon rendement, très bonne année. L'année d'après, ça s'est moins bien passé parce que on est revenu au pneu Michelin et il n'a pas, je crois que oui c'est ça, on est revenu au pneu Michelin et ça a été un virage difficile pour lui et pour certains autres pilotes aussi. Là, on a l'impression, quand on dit ça, que c'est à cause des Michelin. C'est pas forcément ça. Ça veut dire que il y a le feeling qui peut être différent. Le pilote, il peut moins bien appréhender différents types de pneus. Les machines mettent plus ou moins de temps à s'adapter aussi à ce changement de pneus. Donc, c'est tout ça qui fait que on appelle ça une année charnière quand on passe de Bridgestone à Michelin, mais c'est pas parce que ça aurait pu être dans l'autre sens et avoir les mêmes problèmes. Hein. Il faut s'adapter à tout ça. Donc ensuite, 2 saisons avec Johan Zarco, on retrouve le numéro 5, comme Colin, où Johan fait une première saison et une première course, même si ça ne va pas au bout, en tout cas un premier départ étincelant. On a un petit passage à vide en milieu de saison, mais on voit que le garçon est rapide, très doué, enfin ça se passe bien. La deuxième saison, et on fait 180 points. Ah oui, aussi. On arrive à 1 point de ce qu'on a fait avec Bradley, pour une position équivalente au championnat. Les motos satellites se sont rapprochés quand même des usines, ou pas? Depuis la période d'Ovi et les débuts de Cal, oui, on est bon, une petite étape, quoi. On est une étape en dessous. Enfin, en spec technique. Mais sur la piste, c'est assez semblable, je pense. Enfin, ça s'est rapproché. On vous impose 1000 tours de moins? Ouais, des fois il faut négocier, tu arrives à en retrouver 500. Mais ça, à mon sens, c'est la grande erreur de Yamaha depuis des années et qui continue là encore cette année. En 2020, là, ils avaient encore un pilote qui avait une spec un peu différente et comme par hasard, c'est celui-là qui fait le meilleur résultat, alors ça prête le flanc à la critique parce que les autres pilotes, ils ont tendance à penser « Ah, c'est à cause de sa moto qui est un peu différente parce que, si on fait une petite parenthèse, Morbidelli cette année, il a la 2019 que les pilotes de usine ne voulaient pas en 2019 parce qu'ils voulaient une 2018 parce qu'avec la 2018, Johan par exemple a eu des meilleurs résultats qu'eux, etc. Mais en 2020, la 2019 elle va bien alors qu'il n'en voulait pas en 2019 et la 2020 va moins bien. Et c'est d'abord, c'est pas responsable des pilotes de penser ça. Première chose, c'est qu'ils n'ont pas assez de personnalité pour s'imposer. Donc ça, c'est un problème. Et c'est aussi une grave erreur de Yamaha, parce que quand vous faites des différences techniques entre 4 pilotes, vous prêtez le flanc à la critique des pilotes et à la comparaison directe entre différentes petites specs, et c'est stupide. Et puis, ça crée de la confusion, parce qu'effectivement, on peut à un moment vous dire que y a une différence, c'est pas la même moto. Mais les teams peuvent se dire... et puis, quand il y a des petites différences de spec, vous ne pouvez pas comparer absolument. Et donc, on va y revenir pour la suite.
Enfin bref, je pense qu'en décembre 2017, en tout cas avant la saison 2018, là il y a un autre tournant intéressant, c'est que Hervé signe avec KTM. Donc un an avant qu'on les ait en 2019-2020. Et ça, ça il a du pif. Physiquement, il en a, mais aussi pour ça, parce que la même chose qu'entre Honda et Yamaha, là quand il a décidé de passer de Yamaha à KTM, tout le monde s'est tapé sur le bidon, quoi. Tout le monde a trouvé ça très très drôle. Et irresponsable, je pense. Et finalement, Hervé, c'est pas un technicien, justement, il a du pif. Et il a, je pense, à peu près avec les mêmes, pour les mêmes raisons que quand on avait basculé de Honda à Yamaha. Il a discuté avec les gens qui dirigeaient le projet et il a bien senti. Il a senti ces gens-là, il a senti ce qu'ils voulaient faire, le projet qu'ils avaient, comment ça pouvait se passer, la motivation qu'ils avaient, etc. Et finalement, en presque 20 ans, on n'a pas gagné un Grand Prix avec Yamaha en MotoGP, et en 1 an et demi, on en gagne 2 avec KTM. Et là, les gars qui se tapaient sur le bidon, ils se tapent la tête contre les murs, quoi. Parce qu'il avait senti la motivation et la persévérance des gens de chez KTM, elle était bien là, puis elle a payé, quoi. Oui, ils ont mis les moyens qu'il fallait, quoi. Voilà. Oui, les moyens c'est une chose, mais ils n'ont pas plus de moyens que les autres, même moins que les grands constructeurs japonais. Les moyens sans les idées, ça sert à pas grand chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Hervé, c'est pas un technicien, mais il a pris une direction technique qui a été payante. Tout comme Stéphane Pirer, le patron de KTM, lui, c'est probablement pas non plus un technicien, mais il a pris des décisions techniques en disant le cadre il sera en acier, il sera orange. Et il a dit à ses ingénieurs, vous vous démerdez avec ça, et puis il va falloir gagner avec ça. Et en fait, c'est le genre de contraintes qui font avancer la technique. Même si les techniciens, au début, ils peuvent enchaîner, en fait, pour 2019, on a encore souffert avec un châssis multitubulaire qui était difficile au niveau des temps de réglage, qui était difficile à faire tourner. Et avec un châssis en acier peint en orange en 2020, on a une bonne moto qui tourne, un bon châssis, une bonne traction, et on a le châssis le plus, avec les technologies les plus modernes du paddock, je pense. Parce qu'on l'a bien caché toute l'année, personne ne voit comment il est fait exactement. Et ce que je sais, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui emploie les technologies qui ont été employées par KTM cette année. Et ça a donné les résultats qu'on a vus. Il y a eu 3 courses de gagnées et 8 podiums, 8 places de podium. Évidemment, et comment ont été ressenties ces 2 victoires chez Tech 3, parce que là, c'est l'aboutissement. L'aboutissement, c'est un titre plutôt, mais là, c'était déjà une première étape. Alors ressenti positivement, et effectivement, quand on a commencé l'an dernier, on a vu que le travail serait difficile, parce que la saison dernière, on était en retard à l'apéro tous les jours, parce qu'on finissait pas de bonne heure. Donc ça a été une vraie saison difficile, mais riche d'enseignements pour les uns et pour les autres. Et puis surtout, chez KTM, ils n'ont pas fait l'erreur de mettre des motos différentes. Toutes les 4 pilotes disposaient des mêmes motos. Et là, vous pouvez vraiment faire des recoupements.
vous pouvez faire des comparaisons, vous pouvez faire des tests avec l'un et l'autre et faire avancer, et c'est ce qui s'est produit avec une chaîne de commandement chez KTM qui est très très courte, avec un directeur technique qui peut prendre des décisions sur place et qui a la possibilité de prendre des décisions pour imposer aux pilotes tel test, etc. Et il n'y a pas besoin de faire de meeting et de faire remonter l'information très loin et d'attendre que ça palabre et que ça revienne, etc. Alors au lieu que ça prenne 3 mois, ça prend 3 heures, quoi, pour certaines choses. Donc ça fait avancer. Et tout le monde est impliqué. Hein. Vous savez, chez KTM, vous avez Stéphane Pirer, Pete Baerer, qui fait tout le racing du tout-terrain au MotoGP, enfin en passant partout. Mike Leitner, qui lui est directeur pour le MotoGP, et tous les techniciens qui sont là. Et de Baerer au chauffeur du camion, tout le monde est là. Il y a toute la chaîne de commandement qui est là, quoi. Tout le monde est là. Et Stéphane Pirer lui-même, il est souvent là le samedi, le dimanche pour les courses, parce que c'est un vrai passionné qui a des vraies émotions, qui pleure à l'arrivée quand son pilote gagne, donc qui serre la main à tout le monde. Et même cette année. Voilà, donc il était là à la dernière course notamment, et donc ça c'est... cette année, non, il ne serre pas la main à tout le monde, mais il vient voir tout le monde, ouais. Donc... Et Miguel, parle-nous un peu de Miguel par rapport aux autres pilotes que tu as connus, parce que donc c'est ton dernier pilote. Oui, donc c'est un gars très malin, très futé, avec bien équipé entre les oreilles, et puis très déterminé aussi, et sûr de ce qu'il peut faire. Et puis surtout, c'est un gars, quand il était en Moto 2, il a eu une proposition pour aller en MotoGP KTM. Il a dit oui, j'y crois à leur truc. Je vais rouler KTM. Alors qu'en début de saison, là, il y a des pilotes qui n'ont pas fait les mêmes positions en Moto 2. Martin, pour pas le nommer, alors qu'il avait un contrat, qui s'est bien débrouillé d'aller signer ailleurs pour ne pas rouler sur une KTM. Et ça, c'est un manque. Et je me dis, si un manque de la part de Martin, je me dis, il manquera quelque chose pour avoir le titre en MotoGP peut-être. Alors qu'un gars qui ose faire différent, c'est qu'il a le mental pour pouvoir le faire, pour pouvoir l'assumer. Ça revient au même, quand je parlais des pilotes de Yamaha, s'ils ne sont pas capables d'assumer, de rouler avec les specs qu'on leur a attribués et de jalouser celle d'un autre, c'est qu'ils ont un manque. Et à eux de voir. Donc Miguel, il n'a pas ce... Non, lui, il fait son truc. Il a fait de bons résultats en Moto 2 avec le cadre KTM qui était décrié déjà en Moto 2. Oui, voilà. Mais c'est un gars déterminé. Le samedi soir de Portimao, en discutant avec Fido, un de nos mécaniciens, qui nous a pas rapporté la conversation parce qu'il est superstitieux, donc il voulait pas nous dire, mais en discutant avec Miguel, justement, il remerciait Miguel qui nous avait offert une montre à chaque membre de l'équipe. Et il dit, ouais, c'est sympa, on a fait une bonne saison, t'as fait une victoire, t'es en pole position ici. Et Miguel lui dit, mais non, c'est 2 victoires, c'est pas une victoire, parce que demain, je compte même pas partir pour faire deuxième. Et Philo lui dit, non, faut pas dire ça, ça porte pas chance, c'est clair. Et il dit, mais t'en fais pas, il n'y a personne qui va me suivre demain. Et en fait, on l'a senti dès quand il est arrivé avant le tour de mise en place. Donc, vous savez, c'est long, la procédure. C'est-à-dire que nous, on met en route pour être 20 minutes sur la grille.
Donc on a toute une procédure avec les températures d'essence et des choses comme ça. Donc le pilote arrive environ 10 minutes avant ces 20 minutes qui vont se passer sur la grille. Donc il arrive, il y a un moment, il y a un laps de temps entre le moment où il arrive, il se prépare et on va mettre la moto en marche pour aller sur la grille. Et là, j'ai tout de suite vu, et les autres aussi, il était dans son truc. Il regardait la piste, il ne regardait pas trop autour de lui. Donc personne n'allait lui adresser la parole pour ne pas le déranger. Et on a fait notre procédure normale, on a mis en route, il est monté sur la moto, il est arrivé sur la grille. D'un petit signe pour ne pas le perturber, je lui ai demandé, je lui ai fait comprendre est-ce que ça va, il m'a fait signe ça va. Et là pareil, les 20 minutes sur la grille, personne ne l'a dérangé, personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Et il a fermé la visière, il est parti, et on l'a revu à l'arrivée. Voilà, il y a des moments où tu sens comme ça, et on avait vraiment l'impression, même si tu es toujours un peu inquiet, pendant le déroulement de la course, on avait l'impression que rien ne pouvait y arriver finalement. Et tout s'est bien passé. Voilà, un gars aussi très exceptionnel et bien entouré. Bien. Et agréable de travailler avec lui. Oui, tout. Et je pense dans l'équipe, tout le monde l'a apprécié, y compris la partie de l'équipe qui s'occupe d'Iker, de notre autre pilote, parce que là, le samedi soir, il a offert une montre à tout le monde, tous les gens de son team, tous les membres du team d'Iker, tous les gens de VP, tous les techniciens de KTM qui travaillent directement avec nous. Il en a donné une pour notre secrétaire. Ça représente du monde quand même. Oui, ça représente du monde. Il a oublié personne. Et tout le monde a eu son même cadeau, ce qui était très, très sympathique. Déjà pour ça, il méritait bien la victoire le lendemain. Ça c'est la veille. Ça se termine le samedi soir avec cette victoire. Et pour toi, Guy, l'année prochaine, parce que maintenant il y a un changement, peux-tu nous en toucher deux mots? Quand on a signé avec KTM au début de fin 17 ou début 18, eux, ils voulaient savoir si ça serait la même équipe, si tout le monde resterait, etc. Et eux, ils craignaient qu'il y ait des défections, que ça ne plaise pas à tout le monde, qu'on passe de Yamaha à KTM peut-être. Et moi je leur avais dit, je ferai les 2 premières années KTM en tant que chef mécanicien. Donc c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je pense avoir un autre rôle dans l'équipe, mais toujours autour de la technique. De toute façon, on a re-signé avec la Dorna et KTM jusqu'à fin 2026. Donc il faudra assurer encore ces 6 années, quoi, en fait. Puisque là, on a la 3e année à finir avec KTM, qui est aussi 2021 et la dernière année des contrats de tous les teams avec la Dorna. Et donc, les 5 ans d'après sont re-signés et à faire. Voilà, comme ça, on a le temps d'en reparler. Est-ce qu'on le verra sur les Grands Prix quand même ou pas? C'est probable, oui. Et les Tech 3 classiques alors? Eh bien, ils sont grands, ça ne m'empêche pas de jeter un coup d'œil comme je jette un coup d'œil dès maintenant. C'est vrai que ce que je vais essayer d'avoir, c'est un peu plus en tout cas de ne pas aller à toutes les courses, c'est avoir un peu plus de temps. Ouais. Et il y a aussi pas mal de choses à faire à l'atelier, à préparer en amont des courses, et c'est pas mal s'il y a quelqu'un qui est là un peu plus souvent. D'accord. Super. Bon, Guy, on va te remercier de cette interview. Je vois que ta mémoire est prodigieuse. Prodigieuse, pas tant que ça, parce qu'il y a des tas de trucs où je ne suis pas complètement sûr. Et puis ça a demandé assez de temps, il ne faut pas rebuter les gars qui vont regarder ça en étant trop long, parce qu'il y a été quand même une bonne heure, non? Oui, mais voilà. On a apprécié. On n'a pas vu le temps tourner, et moi je dois aller manger chez Zidore. On va te libérer, vraiment te remercier, tous les amis de Vague 70 apprécieront un peu
ta générosité et tes propos vraiment qui sont... c'est moi qui vous remercie et je les remercie d'avoir le courage de regarder. Allez, à très bientôt. Merci. À bientôt.